Kouf Samertet Amoudbet, Kathleen Dubat Anourabanan. Abba Lidon Bishtar Bechazaka. Donc on a vu hier déjà, on va reprendre ce point-là. Donc celui qui vient et qui prétend avoir deux éléments de preuve. On va voir, ça dépend des différentes explications. Chazaka, il y a deux types de Chazaka. Quand on parle de Chazaka, il peut avoir la Chazaka de 3 ans qui est une preuve. C'est un élément de preuve. Les 3 ans de Chazaka, c'est une occupation pendant 3 ans. C'est ce qui va remplacer la preuve qui aurait dû être par le shtar. C'est-à-dire une personne qui est un nouvel occupant, un nouveau propriétaire, qui prétend que le bien est à lui, n'est-ce pas? Habituellement, pour un bien mobilier, si ma veste est sur moi et vous prétendez que c'est la vôtre, ça vous d'amener des preuves. Pourquoi? Si je la porte, c'est à moi. Pour un bien immobilier, la règle est différente. C'est-à-dire, c'est pas parce que je me trouve dans la maison, c'est pas parce que j'occupe le terrain que c'est une preuve que le bien m'appartient et ce serait au réclameur d'amener des preuves. Non, il y a un autre élément qui est plus fort, plus puissant dans les biens immobiliers, c'est celui qui a le titre de propriété d'origine qui est considéré le mourzak. C'est celui qui a l'avantage. Et c'est à l'occupant d'amener des preuves. C'est-à-dire, normalement, la grande différence, c'est qu'un bien mobilier, s'il est chez moi, un bien mobilier, s'il se trouve entre mes mains, il y a le choix. Ou bien je l'ai acheté, ou je l'ai volé. D'accord? Donc, ou c'est à moi, ou je suis voleur. On ne va pas prétendre qu'une personne est voleur. C'est pour ça que Kol Majtach chez l'autre, c'est pour ça que par défaut, jusqu'à preuve du contraire, si ça se trouve dans mes mains, c'est à moi. Par contre, un bien immobilier, mais je peux venir et l'occuper, et même si j'occupe un bien, je ne suis même pas appelé voleur, pour la parenthèse. N'est-ce pas? Pourquoi? Karkan anixelet. Un bien, c'est un sujet discuté, c'est quoi le sens de cette phrase, mais un bien immobilier que j'occupe, que j'exploite, je ne suis même pas un voleur. Ça veut dire que je n'ai pas le titre de voleur. Pourquoi? Parce qu'un bien immobilier ne se vole pas. Parce que la définition du vol, c'est prendre quelque chose. C'est l'arracher, mais c'est le prendre. Là, il n'a pas bougé. Mais en tout cas, c'est pas ça l'essentiel. En tout cas, la règle est que le marekama, donc celui qui tenait jusqu'à présent le titre de propriété, c'est lui qui a l'avantage. Et donc, c'est à l'occupant d'amener des preuves qu'il a pris possession de ce bien-là. Maintenant, normalement, de quelle manière il est censé prouver qu'il est propriétaire? Par un document. J'ai acheté. Maintenant, il a perdu le document. Qu'est-ce qu'on fait? Chachamim, ils ont été métaken. Je simplifie parce que c'est toute la souga du 3e Pérec. Je simplifie. Ils ont été métaken. Après 3 ans d'occupation, 3 ans constants, une occupation constante pendant toute cette période-là, il ne pourra plus, l'ancien propriétaire ne pourra plus demander à l'occupant de prouver son titre de propriété par le document. Il peut dire, tu sais quoi, moi ça fait 3 ans que je suis là, j'ai exploité le bien correctement, comme l'habitude des propriétaires, etc., etc. Et il n'y a pas eu j'ai pas eu de revendication, j'ai pas été mis en garde qu'il y avait des réclamations ou des n'est-ce pas, des bruits qui revendiquaient cette transaction. J'ai pas fait cas, et donc j'ai pas pris une précaution de garder le document. 3 ans après 3 ans d'occupation, il n'y a pas de réclamation possible. Il peut dire, tu sais quoi, j'ai acheté. Et la preuve en est, ça fait 3 ans que je l'occupe comme un propriétaire et personne ne m'a jamais rien dit, personne ne m'a prévenu qu'il fallait garder mon occupant. Donc là, c'est la chazaka de ce qu'on appelle chazaka shaloshanim qui sera le remplacement, ça sera le moyen de prouver son titre de propriété à la place du document d'accord? Ça, c'est la chazaka de 3 ans. Il y a l'autre chazaka qui est la chazaka des kinyanim. C'est-à-dire, de quelle manière on acquiert un bien immobilier, comment la transaction est actée, par la chazaka. C'est quoi la chazaka? Na'al gadar uparat. C'est-à-dire, il va verrouiller, il va mettre des portes, il va verrouiller où il a mis des clôtures, ou bien au contraire, il a fait une ouverture, il a fait une pirza, il a fait une ouverture. Ça, c'est là le mode d'acquisition. Donc, il y a les deux ont le même mot, chazaka, mais un, c'est une chazaka de mode d'acquisition, et l'autre qui sera utilisé en tant que preuve qu'il a fait une acquisition. Qu'est-ce qui prouve qu'il a mis gardé? Donc, Tanoura Banan, Kathleen Duba, Habalidon Beshtar Bechazaka. Donc, on a dit, il y a deux sens au mot Chazaka. Et effectivement, ici, d'après les deux explications, il y aura différentes explications. D'après première explication, Chazaka, on parle de la Chazaka du Kinyan Chazaka. Et d'après la deuxième explication, ça va être les 3 ans de Chazaka. Donc, Beshtar Bechazaka, donc celui qui vient prétendre qu'il a réalisé un mode d'acquisition, un mode acquisitoire. Un mode d'acquisition, ok, du shtar ou chazaka, marloquette. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on va demander à approuver et à appuyer, à confirmer? Est-ce qu'on va demander à approuver le shtar ou le mode d'acquisition? Alors, comme on a dit comme ça. Abba il donne bishtar bechazaka, il donne bishtar dverebi. Rabbi Omer bechazaka, avec la chazaka. Là, ça va être l'explication. Qui ata Ravdimi dit que le point de discussion est beotiot niknot bimsira, comme il falgue. Rabban Shimon Gamliel savar en otiot niknot bimsira. Rabbi savar otiot niknot bimsira. D'après Rabbi qui dit nidon bishtar, c'est-à-dire que comment on va acter la transaction par le shtar? Ça veut dire quoi par le shtar? Par la transmission de shtar. N'est-ce pas? Une transmission de shtar, otiot niknot bimsira, en transmettant un document, comme on avait vu dans le passage précédent, cette marloquette, est-ce qu'un homme qui transmet un document, pas le vendeur, pas le donneur, parce que c'est sûr c'est kinyan shtar, mais je parle un shtar, moi j'ai un shtar, je le donne à quelqu'un, d'accord? Moi, admettons que moi j'ai acheté un bien avec un shtar, d'accord? J'ai acheté de Reuven, je suis propriétaire du bien, je veux le vendre à Shimon. Est-ce qu'en donnant mon shtar, la transaction, est-ce que c'est acté ou pas? Bien non, je dois lui rédiger un autre shtar. Comme on va voir dans la suite aussi, ça revient. Donc, est-ce qu'il y a cette notion, ou bien, admettons autre chose, j'ai une lettre de créance à mon intérêt. Je veux la soumettre à quelqu'un. Que quelqu'un d'autre soit le nouveau bénéficiaire de cette dette-là. Est-ce qu'en lui transmettant, il est connaît, il prend possession de ce droit, de cette dette? Donc c'est Messira, c'est ça la question. Est-ce que Otiot Niknot Messira, est-ce que ce droit de réclamation peut se transmettre? Et donc le détenteur de ce droit, en le transmettant à une autre personne, eh ben il deviendra bénéficiaire. Donc d'après Rabbi, Otiot Niknot Messira, donc si j'ai la possibilité de shtar ou de chazaka, ben le shtar c'est bien parce que par la transmission d'un document, c'est reconnu comme une passation de droit, et donc le shtar, on va faire valoir le shtar. Par contre, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, la transmission d'un document n'est pas valable et ça ne génère pas une passation de droit, et donc automatiquement, il faudra faire appel à une chazaka, au kinyan chazaka. Parce que par le shtar, tu ne deviens pas propriétaire, donc il faudra faire une chazaka. C'est-à-dire La Gemara, elle demande Amarle Abaye, Imken, Pluktal et Démar, Amarle Vetiflog. Il y a une problématique. J'ai acheté un terrain. Abaye. Donc la Gemara, elle dit Amarle Abaye, Imken, Pluktal et Démar, Amarle Vetiflog. Alors il y a Marloquette, Amarle Achikamina. Achikamina l'art, non, c'est pas mon intention, c'est pas simplement de dire qu'il y a un désaccord entre les Amoraïm. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Amarle Achikamina l'art, Matnita, Lomitarta, et la Kidemitartmar. A priori, cette braïta là, cet enseignement, la seule manière de l'interpréter, c'est comme tu dis si bien, à savoir que Rabbi Shimon ben Gamliel pense que qu'il n'y a pas de passation de droit par la transmission du document, ça ne suffit pas. Et donc il y a une contradiction entre les propos de Rabbi Shimon ben Gamliel, parce que derrière, Rabbi Shimon ben Gamliel nous a dit que oui, il y a transmission. Contradiction. Donc la Gemara, elle a un problème. Quel est le sens ici de cet enseignement, cette citation qui nous dit shtar et chazaka, est-ce que je vais me tourner vers le shtar ou vers la chazaka? Donc première explication, ça nous amène à une contradiction entre Rabbi Shimon Gamliel. Donc on va chercher une autre interprétation. La Gemara vient de le dire. Et là, Amar Abaye, c'est pour ça qu'Abaye vient donner une nouvelle interprétation. Vous savez de quoi il s'agit quand on parle de shtar et chazaka? Est-ce que les nidon bishtar ou bechazaka? On parle de celui qui revendique son titre de propriété de deux manières. Je suis acheteur et parce que j'ai un document, et en plus de ça, j'ai occupé 3 ans. Là, on va savoir vers quoi on va s'orienter. Le Bedin va chercher à certifier quel mode, quelle catégorie de preuve. Est-ce que c'est la preuve du shtar ou la preuve des 3 ans? Normalement 3 ans. On arrive, on va voir ce que la Gemara nous dit. Exactement, on y arrive tout de suite. Normalement, vous dites quoi? Normalement, c'est... Comme ça, on sort de la marloquette. Normalement, c'est... Vous avez dit? Chazaka. Pourquoi chazaka? Shtar, c'est mieux que chazaka. La chazaka, c'est le remplacement du shtar. Normalement, c'est le shtar qui est à l'origine. La chazaka, c'est une roue de secours au cas où il n'y a pas shtar. Mais normalement, l'origine, c'est l'acte de vente. C'est le contrat d'origine. Pourquoi je vais prendre la roue de secours? On y arrive tout de suite, on va voir de quoi il s'agit ici. Ela Marabaye. Ici, on parle du cas où, non, j'ai un shtar
et j'ai les 3 ans. C'est quoi le point de discussion? C'est que dans le shtar, il y a une problématique. C'est que on a constaté que dans ce shtar-là, originel, tout va bien, qui est authentifié, il n'est pas mezouaf, il n'est pas falsifié, mais il y en a un problème. C'est qu'un des signataires, il n'est pas cachère. Pourquoi il n'est pas cachère? Il s'est avéré que c'est un joueur de cartes. Ou bien il s'est avéré qu'il est en lien de famille, il a un lien de parenté avec les concernés. Donc on a un problème avec ce shtar-là. Comment considérer un shtar sur lequel il y a une signature invalide? C'est pas un problème de falsification, c'est un problème de xératakatouf. Le bon Dieu il a dit, un témoin qui est le cousin, l'oncle, n'est-ce pas? Zéro. Pas le cousin, Mechila. Après c'est des rabananes. N'est-ce pas? Le père, le frère, le fils, etc. Zéro. Monte et descend, ça peut être mon cher Rabbeinu. Zéro. D'accord? Un des deux témoins. Ou les deux. Même un des deux. Un des deux. Même un des deux. À plus forte raison, c'est les deux. C'est les deux qui sont. Même un des deux, c'est invalide, il faut 2 témoins. Donc il faut que les 2 soient cachers. Même un des 2, ou même un des 3. S'il y a 3, il faut que les 3 soient cachers. Bien sûr. Nimtsa, la règle est Nimtsa echad mehem karov pasoul. Il s'est avéré qu'un d'entre eux est invalide. 1, 2, 3, 22, ça ne change pas. Un du groupe, un des signataires. D'accord? La question c'est comment je considère ce shtar aujourd'hui? J'ai un shtar avec mauvaise signature. C'est un shtar 0 ou pas? La signature est 0. Mais est-ce que le shtar veut être 0 ou pas? La Gemara veut dire que c'est dépendant d'une marloquette. Quelle marloquette? La fameuse marloquette qui est dans les shtarot, de manière générale, dans Get essentiellement, mais dans shtarot aussi, puisque la Gemara dit les deux, dans les deux ils sont marloquettes. Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. À savoir, est-ce que dans Get et dans les autres shtarot, dans les autres documents, dans les autres transactions qui sont par écrit, est-ce que les témoins essentiels sont les témoins qui signent sur le document, ou les témoins essentiels sont ceux qui ont assisté à la transaction, au divorce, au mariage, etc., etc. C'est quoi les témoins essentiels? Ceux qui ont signé ou ceux qui ont assisté? C'est une marloquette. Rabbi Meir dit les témoins essentiels, c'est les des Khatima, c'est ceux qui ont signé. Rabbi Eliezer dit essentiel, c'est les des Messira. C'est ceux qui assistent au moment de la transmission. Donc quand on parle du guet, c'est les témoins qui ont assisté quand le mari a donné le guet à sa femme. Et donc les témoins qui signent sur le document, a priori, ils n'ont pas de valeur. Donc même si on a trouvé, n'est-ce pas, une problématique sur les témoins qui figurent sur le document, c'est pas grave, j'ai d'autres témoins. Donc la Gemara veut dire c'est ça le point de discussion. D'après Rabbi, quand on a shtar et chazaka avec un shtar problématique, est-ce que je vais m'appuyer sur le shtar parce que le shtar il a quand même une valeur? Ou bien non, le shtar ne vaut 0, il vaut 0 puisque les témoins sont pas cachers. C'est le point de discussion. Donc la Gemara dit Ela Marabaye, Rabbi Savar, qui Rabbi El-Hazar, Rabbi qui dit quand j'ai un shtar, n'est-ce pas, et une chazaka, et dans le shtar j'ai des signatures invalides, malgré tout le shtar il est valide. Pourquoi le shtar il est valide? Parce que j'ai les témoins qui étaient là au moment de la transmission. Donc même si la signature est nulle, si le témoin de la signature il a un lien de parenté, c'est pas grave, j'ai l'autre témoin qui n'a pas de lien de parenté. Ok, ça c'est l'explication de l'Agmara. L'Agmara a dit, je n'accepte pas ton interprétation. Tu sais pourquoi? Parce que même Rabbi Eliezer, tout le point de discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, c'est est-ce qu'il faut une signature sur le document? Je reprends, on a dit, Machloket, Mordechai, Machloket Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, est-ce que Ede Khatima, l'essentiel c'est la signature, ou l'essentiel c'est les témoins qui assistent à la transmission? On est bon, cette marloquette. Maintenant, qu'est-ce que ça engendre comme marloquette? 2 choses. La première des choses, c'est est-ce qu'il y a besoin d'une signature? Puisque Rabbi Eliezer dit qu'il n'y a pas besoin de signature. Il suffit les témoins qui ont assisté, donc il n'y a pas besoin de signature. Maintenant, nous, on a voulu dire plus que ça. Et s'il y a une mauvaise signature, qu'est-ce qui se passe d'après Rabbi Elazar? C'est valide. Pourquoi? Parce que il y a les témoins de la transmission. Là, je ne dit pas du tout. Même Rabbi Elazar est d'accord que s'il y a une mauvaise signature dans le document il est 0. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Mezouyaf Mitocho. Il y a une partie du document qui est invalide, tout est invalide. Donc même Rabbi Elazar qui dit que la signature n'était pas nécessaire dans le document, mais s'il y a une mauvaise signature, c'est 0. Donc tu ne veux pas dire comme ça. Va ma Rabbi Avo, l'Agma dit
זה אמר, Il y a une mauvaise signature plus. מודה היה רבי זר מזוהה בתוכו שהוא פסול, אלא אמר רבי אבינה, הכל מודים. Donc on a changé, on a écarté. Elle tient pas la route cette explication. On peut pas dire que c'est le point de discussion, parce que s'il y a une signature qui est invalide dans le document, d'après tout le monde, le document est invalide. Il n'y a pas de discussion. אלא אמר רבי אבינה או רבינה, הכל מודים, הוא אומר רב אבינה, כן, רב אבינה, הכל מודים שאם כתוב בו, הוזקקנו לעדים, לעדותן של עדים, ונמצאת עדותן מזויפת שהוא פסול, כדי רבי אבא, לא נחלקו לה בשטח שאין עליו עדים כלל, ורבי סבר אכילה כרבי אלעזר דאמר ידי מסירה קרטה, ורבי שמעון גמליאל סבר לה כרבי מאיר דאמר ידי חצי מהקרטה. Donc là, comme on a dit, on va simplifier. Effectivement, on parle tout simplement d'un shtar non signé. Si c'est un shtar signé, tout le monde est d'accord que les témoins doivent être valides. Mais si le shtar n'est pas signé, là il y a marloquet Rabbi Eliezer, Rabbi Meir. Et c'est ça notre marloquet chez nous. Un shtar non signé ou une chazaka, qu'est-ce qu'on fait prévaloir? D'après Rabbi, on pense comme Rabbi Elazar, et des messirs à carter. L'essentiel, c'est les témoins de la transmission. Donc un document pas signé, super, pas de problème, j'ai les témoins. Rabbi Shimon ben Gamliel dit non, on pense et des khatima carté, il faut une signature. Donc s'il n'y a pas de signature, le document je le considère incomplet, invalide, et donc je vais faire appel à la chazaka. Chazak ou barour. Deuxième interprétation, d'accord? Donc on a une explication simple. Dans quel cas on fera vérification et le procédé sera lié à la chazaka, et dans quel cas le procédé sera lié, ou en tout cas on va chercher à authentifier le titre de propriété selon d'après la preuve du shtar. Shtar ou chazaka, ça dépend. Si le shtar il est super, il n'y a pas de discussion. C'est sûr que shtar c'est mieux que chazaka. Shtar c'est la preuve d'origine, c'est pas la question. La question c'est quand le shtar il n'est pas super. Ou bien quand est-ce que le shtar n'est pas super. D'accord? Donc là on fera appel à la chazaka. Maintenant tout le monde est d'accord que s'il y a un problème dans le shtar, la chazaka ça peut être une roue de secours. Ça dépend dans quel cas, mais en théorie. C'est sûr que la chazaka peut être une roue de secours. Parce que là, le problème qu'il n'y avait pas les deux signature, c'est ça. Deuxième explication, Rabbi il pense que Modé Bishtar Shekatavo Enser Lekaimo, c'est-à-dire une personne qui détient un document qui est une preuve pour quoi que ce soit, et le protagoniste reconnaît être être l'auteur de cette rédaction-là. Seulement, il prétend des problèmes annexes. Comment le Bedin va procéder? Est-ce qu'il y a un procédé à réaliser et à approuver, authentifier le document, ou non, il est déjà authentifié? C'est ça la discussion. D'après Rabbi, il n'y a pas besoin de ça, t'as reconnu l'air des shalom. Tous les autres arguments ne seront pas retenus, puisque notre seul, on va dire, souci et revendication et doute, c'est l'authenticité de ce document. Une fois que tu as reconnu qu'il est authentique, ça, on t'écoute plus. T'as un document, il y a un document. À point qu'il y ait des preuves, etc., des preuves explicites. Mais à preuve du contraire, on considérera que le document il est valide puisque tu reconnais que tu l'as rédigé. Ça, dans le cas, on savait que c'était lui le propriétaire. Toujours, bien sûr, on parle toujours de ce cas-là. Document, donc c'est bon. Donc ça, c'est un type de sujet qui sont rappelés des dizaines de fois. On les a déjà vus plusieurs fois. Retenir cette notion, ces marloktot qui sont générales. Modé bishtar sheketavo, une personne qui reconnaît être l'auteur de ce document. Seulement, il a des arguments extérieurs, des arguments annexes, des arguments qui vont... il va utiliser d'autres arguments pour se défendre, mais il ne va pas à nier la rédaction de ce document. On l'écoute plus. C'est quoi le fond du sujet? C'est que lui, en réalité, il aurait pu ne pas reconnaître. On est bon ou pas? La personne qui a reconnu que le document est authentique, s'il voulait mentir, il aurait pu ne pas reconnaître. Donc en réalité, tout ce que ce document est valide, c'est par sa reconnaissance. Donc la question est-ce qu'il a un migo ou pas? La fameuse notion, Raza, quelque part, tout le document, il n'est pas encore valide à 100% si je ne reconnais pas. En tous les cas, en pratique, je ne vais pas en faire usage tant que je n'en ai pas la certitude qu'il vaut quelque chose. Grâce à qui ce shtar vaut quelque chose aujourd'hui? Grâce à sa reconnaissance. Eh bien, sa reconnaissance, donne-lui toujours le micro pour poursuivre ses arguments et prétendre que toutes sortes d'arguments. C'est ça la question. La question est de savoir combien on fait de la place à
et combien est importante, on va dire, cette reconnaissance de la valeur du document face à la valeur du document sans reconnaissance. D'accord? Donc Rabbi dit, une fois que tu as reconnu, ça y est, on te donne plus la parole parce que ta reconnaissance était vraiment un petit chouïa d'assurance, on va dire, qu'on avait besoin. D'après Rabbi Shimon Gamliel, non, pas du tout. Tout le shtar n'est shtar seulement par sa reconnaissance. Donc s'il a des arguments, écoute-le. Et donc qu'est-ce que tu feras? Tu feras un kiyum ashtar. Ok. Rabbi Shimon Gamliel savoir les camo. Ah, la Gemara demande à nouveau, va Efra Shaminan. On a entendu cette même discussion, mais inversée. Chacun a inversé son avis. Des Tanya. Shnei Madukim Bishtar. S'il y a deux personnes qui détiennent un shtar, d'accord? Donc admettons, un acheteur, un vendeur, mais on va simplifier, un prêteur et un emprunteur. Donc normalement, le document il se trouve où? Chez le prêteur. Et une fois que j'ai remboursé, il se trouve chez l'emprunteur. Maintenant, tous les deux, on a le shtar dans les mains. Donc ça nous rappelle, Shnei Mochazim Batalit, n'est-ce pas? Donc un, il dit, le prêteur dit, c'est moi qui l'ai perdu. Et l'emprunteur dit non, c'est moi qui l'ai perdu. Maintenant, on l'a trouvé, on l'a soulevé ensemble. Et donc chacun, un prétend que tu me dois toujours de l'argent. Et l'autre dit non, je t'ai déjà remboursé, c'est moi qui l'ai perdu ce shtar. N'est-ce pas? Alors, bien sûr, là, il faut retourner dans Baba Metzia. Dans Baba Metzia, n'est-ce pas? Là-bas aussi dans Shnei Mochazim et dans Perek Sheni, etc. Parce qu'il y a un problème ici. Si c'est l'emprunteur qui l'a perdu, mais il aurait dû le déchirer. N'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de... Ok, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait avec ce shtar-là? Ils ont tous les deux dans les mains le shtar. Shnei Madukim Bishtar. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Malve Omer, Sheliou, Venafal Menum Tsato, Velo Omer Shelchaou, Opérative Lecha. Donc les deux prétendent l'avoir perdu. Seulement, et donc la question est de savoir, est-ce que l'emprunt, est-ce que la dette est toujours d'actualité ou pas? Mais tout le monde est d'accord que quoi? Qu'il y avait un emprunt un jour. Donc nous aujourd'hui, Bedin, nous c'est quoi notre doute? C'est pas est-ce qu'il y a eu un emprunt, c'est est-ce qu'il y a eu remboursement. Ouais. D'accord? Ben c'est ça la discussion ici. Donc il y a reconnaissance des faits de l'emprunt à l'origine, mais il prétend avoir remboursé. Donc là aussi on va appliquer la même règle, la même marloquette. Qu'est-ce qui se passe ici? Itkem bechotamav dirait Rabbi Shimon Gamliel Omer yachloku. Donc Rabbi dit, c'est-à-dire qu'il faudra trouver les signataires pour authentifier le document. Et une fois qu'on a authentifié le document, eh bien on donnera raison à qui? Au prêteur. D'accord? Parce que l'emprunteur ne sera pas crédible de dire qu'il a déjà remboursé. Parce qu'il reconnaît, parce qu'il y a un shtar, ou en tous les cas, ce sera une deuxième étape. Peut-être qu'il y a Yachloku ensuite, c'est pas Mechila. En tout cas, je suis en train d'après Rabbi. L'emprunteur, il a plus intérêt La question est de savoir, est-ce qu'on va poursuivre la démarche de Yachloku avant l'authentification du document ou pas? D'après Rabbi, tant qu'il n'y a pas authentification du document, c'est-à-dire qu'il n'est pas la certitude, d'abord qu'il n'est pas falsifié, tu poursuis même pas la justice. Pourquoi? Parce qu'avant de juger, il doit pas se rembourser ou pas rembourser, d'abord, voyons voir le document, est-ce qu'il est valide ou pas? Ça veut dire, malgré la reconnaissance de l'emprunteur, il faut quand même le valider. Et Rabbi Shimon Gamliel dit l'inverse. Donc on voit qu'ici, les marloquettes sont opposées. Chez nous, dans notre enseignement, on a dit que Rabbi pense qu'un document qui est reconnu être rédigé par celui qui s'est engagé, il n'y a pas besoin de l'authentifier par les témoins, parce qu'il reconnaît lui-même. Et Rabbi Shimon Gamliel pense qu'il faut, oui, l'authentifier. Et là, on a dit l'inverse, que Rabbi dit il faut authentifier, même s'il y a reconnaissance. Et Rabbi Shimon Gamliel dit pas nécessaire. Donc c'est une contradiction. D'accord? Divrei Rabbi Shimon Gamliel, mais Yachloku va vinan ba veitle le Rabbi ha haditnan shnei ochzem et zomer administratif et zomer administratif az yishavashenu bachon mechetia v'yishav bachon mechetia. La Gemara a compris au départ que Rabbi qui a dit itkem bechotamav, c'est qu'on allait donner 100% au prêteur. La Gemara a dit mais c'est marqué explicitement dans la Mishnah que deux personnes qui détiennent un bien mobilier, n'est-ce pas, on partage. Donc c'est quoi le point de discussion? Qui pligue ben mekouya. On est toujours sur le sujet que l'emprunteur, il prétend qu'il a remboursé. C'est remboursé, mais ça veut dire, et sous-entendu, d'authentifier le... D'accord. J'explique, et sous-entendu qu'il reconnaît que le document n'est pas falsifié. D'accord. Seulement c'est remboursé. Ok, maintenant il y a une discussion, est-ce que c'est remboursé ou pas remboursé? Mais le document, on est sûr qu'il est valide.
Rabbi dit, tu sais quoi, avant de discuter qu'est-ce qu'on va faire avec ce document, d'abord va authentifier le document. Ah, mais il reconnaît que le document, l'emprunteur reconnaît que le document n'est pas falsifié, ça suffit pas. Pourquoi? Parce que si tu t'appuies sur sa reconnaissance, eh ben appuie-toi sur lui sur la totalité des propos. D'accord? Donc là, a dit, allons on avance. Le point de discussion, c'est quand le document n'est pas authentifié. Rabbi Savar Modé Bishtar Shkadou Tser Lekaimo. Rabbi dit, on va commencer la procédure par une authentification. Et tant qu'il n'y a pas authentification du document, le prêteur n'aura zéro. Parce que si tu ne valides pas, tu n'authentifies pas le document, tu ne peux pas t'appuyer sur la reconnaissance de l'emprunteur. Pourquoi? Comme nous avons dit, parce que si tu t'appuies sur la reconnaissance de l'emprunteur, lui prétend qu'il est déjà remboursé. Il est déjà quitte. Donc, ou tu t'appuies sur lui totalement, ou tu t'appuies pas sur lui. Et si tu t'appuies pas sur lui, donc le document, il est en point d'interrogation jusqu'à ce qu'il est authentifié par les témoins, jusqu'à ce qu'on a la certitude qu'il n'est pas falsifié. Et tant qu'il n'est pas authentifié, eh ben, le prêteur obtiendra zéro. Par contre, Rabbi Shimon Gamliel dit non. Une fois que l'emprunteur reconnaît que le document est officiel, que le document n'est pas falsifié, et la discussion est seulement est-ce que c'est remboursé ou pas remboursé, on n'a pas besoin d'authentifier le shtar. Le shtar, il est authentifié par la reconnaissance. Et donc, on procède directement au partage de ce shtar. Il faut inverser. Troisième réponse. Le olam lo tipour. J'ai une autre manière d'interpréter. Et la ra belavlar kamifalge. Qui a des Rabbi Yitzhak Bar Yosef Amasik Bezouzé Lagman nous raconte une histoire. C'est quoi le lavlar? C'est le sofer. N'est-ce pas? Vous êtes dans les mots là. Une dizaine de lignes du bas. L'agma a donné une explication. Veiba et Tema, on reprend. Mechila. Veiba et Tema, Leolam Lotipour et la Achabe les varer kamifalge. C'est-à-dire quoi les varer? Une personne qui prétend quelque chose, est-ce qu'on va lui exiger d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a prétendu, à savoir celui qui prétend avoir un shtar. Donc il prétend avoir et chazaka et shtar. Donc on a dit qu'est-ce qui est préférable, qu'est-ce qui est la meilleure preuve, on va dire, c'est le shtar ou la chazaka? Normalement, c'est le shtar. Le shtar, c'est le shtar à l'origine. Quelqu'un qui prétend j'ai un shtar et en plus j'ai chazaka, on va lui dire c'est quoi? Va m'amener des preuves, va ramener le shtar. Tu dis que tu as un shtar, amène le shtar. Et tant qu'il n'y a pas le shtar, on n'acceptera pas. C'est-à-dire, l'argument qu'il a prétendu, il faudra aller jusqu'au bout et il aura l'obligation ou pas, c'est la marloquette. Comment il a présenté Voilà, comment son argument qui est déclaré au Beddin, elle est prise à la lettre. Tu dis pas n'importe quoi. Tout ce qu'il te dira pourra se retourner contre toi. Fais attention à ce que tu dis, n'est-ce pas? C'est ce qui est marqué ici. Hein? Il y a pas, non, tu n'as pas du pipeau. Ça se retourne contre toi si tu dis n'importe quoi. Chaque. C'est pas une analyse, on va prendre au sérieux chaque mot que tu as dit. Tu prétends avoir un document à la maison, amène des preuves. Et si maintenant le document tu le trouves pas, mais tu seras embêté. D'accord, Mechila. Donc Acha el Acha belevarer kamifalge. Qui a des Rabbi Yitzhak Bar Yosef avant Masik Bezoué Berabi Abba. Atali kam des Rabbi Yitzhak Naframa Peratira Bifine Ploni. Donc il dit, comme l'Agma nous raconte une histoire, donc les varères, on a donné un exemple ici le sujet, c'est celui qui prétend avoir l'acte de vente plus la chazaka. Tu prétends avoir l'acte de vente à la maison, va amener ton acte de vente. Ou bien non, pas forcément. Tu peux te suffire aussi des témoins de la chazaka, des témoins d'occupation pendant 3 ans. D'accord? L'Agma nous amène une histoire similaire à ça. Où on a trouvé cette histoire avec Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, une fois, il a dit, il y avait une histoire qui s'est présentée devant Rabbi Yitzhak et l'emprunteur a prétendu avoir remboursé sa dette devant 2 témoins. D'accord? Donc on lui dit, tu es des les témoins. Amar le Rabbi Yitzhak, Yavo, Ploni, Veaïdou. Eh ben, qui viennent? Tu dis que appelez, on va les appeler, on va voir, on va leur demander. Amarle, Ilo Atou, l'homme Emnina, va Kaimalan, Amalve, Traverobedim, et et là, l'emprunteur, il a dit, je comprends pas. Et s'ils viennent pas, ça veut dire, si je comprends bien, je serai pas crédible. Mais je comprends pas. Mais lui, il a même pas de document, lui, il a rien du tout contre moi. Donc, moi, je dis, en réalité, si j'avais dit que j'avais remboursé, pas devant les témoins, mais j'aurais été crédible. Pourquoi? Tu me demandes, tu viens me réclamer de l'argent, et je te dis, je t'ai remboursé. Mais je suis épargné. Comment je suis appelé? Épargné parce qu'il a le chazaka, c'est ça? Non.
Parce que tu prétends, je te dois, et moi je te dis, je t'ai remboursé. T'as pas plus de preuves que moi sur toi. Tu me crois, c'est tout. Non, crois pas. C'est pas interrogation. Mais jusqu'à preuve du contraire, ton argument n'est pas plus fort que le mien. Toi, tu dis, tu me dois. Moi, je dis, je te dois pas. Si tu apportes une preuve que j'ai remboursé, c'est fini. Avant la preuve. Ah, d'accord. Avant la preuve. Toi, tu dis, je te dois. Tu me dois. Et moi, je te dis, je te dois pas, je t'ai remboursé. Qui est-ce qui est plus fort que qui? Pareil, c'est équitable. Donc, à preuve du contraire, tu peux pas me soutirer quoi que ce soit. Donc, il demande, je comprends pas. Si j'avais pas dit que je t'avais remboursé devant des témoins, mais mon argument aurait été acceptable. Maintenant que je t'ai dit que j'ai remboursé devant des témoins, tu m'exiges d'amener les témoins? Oui, il va dire à Mitzrak, oui. T'as argumenté de cette manière-là, et bien qu'ils viennent. והקיימנן מבית חמור בדים, אין צריך לפור בדים. אמר לי, ענה בהאי כשמתה דמר סבירה לי. דאמר רבי אבא אמר רב דבא רב אמר רב. האומר לחברו, l'Agma a dit, Rabbi Yitzhak l'a dit, moi je pense comme Rav à ce sujet-là, à savoir, Rav a dit, האומר, לחברו אופרטר פלוני, צריך שיבואו פלוני ופלוני ויעידו. 3 lignes du bas, une personne qui prétend avoir remboursé sa dette, donc il reconnaît la dette, mais il prétend avoir remboursé devant 2 témoins, tu prétends avoir 2 témoins, et bien qu'ils viennent. Même si on aurait pu s'en passer, ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure dans le shtar. Si tu n'avais pas dit que tu avais 2 témoins, on t'aurait dit, tfaddal, la brioute, tu es épargné. Il n'y a pas de preuves qui sont écrasantes contre toi. On peut rien faire contre toi, mais c'est un magave, il est rêve joie. Celui qui dit j'ai remboursé, il aurait dû jurer. Mais, ouais, mais c'est pas le sujet. Mais en tous les cas, on va parler à l'origine. Celui qui nie, bien sûr, celui qui nie une dette ou qui prétend rembourser, qui avoir remboursé, il est rêve Shvuat des Rabbanan, ça s'appelle Shvuat Heset. Maintenant, lui, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir est-ce qu'on va lui exiger les témoins, le témoignage ou pas. Du fait qu'il a prétendu avoir des témoins, on va lui dire amène tes témoins. Ve'amar Gidal Marav alakha ki divrei Rabbi Shimon Gamliel, ve'avrebi lo amar el levarer, amar la ananamin levarer kamina. L'Agma dit effectivement, c'est pas que s'il amène pas les témoins, il sera chayav de payer. Mais avant, on va pas lui l'objet de payer, parce que c'est pas pour autant qu'il est chayav. Il y a toujours le doute. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il aura l'obligation d'amener les témoins. C'est ça la démarche du Bedin. Pourquoi? Parce qu'une personne qui prétend quelque chose, il doit aller jusqu'au bout de son argument. Donc aussi bien celui qui prétend avoir un shtar, on va lui dire amène le shtar, aussi bien celui qui prétend avoir des témoins, on va lui dire amène les témoins. Et même si au cas où il n'amène pas les témoins et au cas où il n'amène pas le shtar, eh ben on procédera différemment. Mais la première démarche, c'est d'imposer à la personne d'aller jusqu'au bout de ses arguments. Ce qu'il a prétendu, il doit aller jusqu'au bout. Le Rajba m'a mis une explication que d'après Rébi, ça veut dire quoi? Qu'on va lui imposer de vérifier et d'aller au bout de ses arguments. Ben, s'il n'a pas été au bout de ses arguments, il a perdu. Donc celui qui prétend avoir un shtar, celui qui prétend avoir des témoins. Alors s'il a perdu, il doit payer. Ça dépend de qui on parle, mais effectivement, oui. En tout cas, celui qui a prétendu Avoir des témoins, et puis il n'a pas de témoin, il a perdu son argument. Il perd. Donc, des fois, il devra payer, des fois, il va perdre le bien, des fois, il paye. Si c'est un emprunt, il payera, oui. Si c'est ça le cas, oui. Mais c'est une règle. Une règle. Une personne qui prétend avoir des témoins, on va lui dire, t'as dit que t'as des témoins? Eh bien, on va amener les témoins. Et si les témoins ne disent pas ce que tu dis, tu perds. Même si tu aurais pu être épargné d'amener les témoins. C'était pas une obligation à la base. Mais c'est toi qui t'es... Il s'est proposé. Encore une petite Mishnah. Miché par Mishnah Trovo. On avait parlé de ça oralement. Et ça rejoint un petit peu. On va essayer de faire... essayer d'écourter. Celui qui a remboursé une partie de son shtar. On revient à cette même problématique qui est le shtar avec mes otiotes, etc. Le document qui est rédigé au moment des faits, il est... surtout dans un emprunt, il a une validité de l'emprunt de l'instant. C'est-à-dire, admettons, je vous ai rédigé un chèque. Alors, le chèque, c'est pas exactement pareil, mais admettons on va se dire que le chèque, c'est comme le document, le shtar. Je vous ai emprunté 100 €, moi, je vous ai écrit un chèque comme de garantie. Je vous dis, dans un mois, vous me rendez le chèque, je vous donne des espèces, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. Un mois après, je vous donne des espèces et je récupère le chèque. Un moment après, je vous dis, vous n'avez pas 100 € à me prêter, je vous redonne le même chèque que j'ai rédigé la dernière fois. Est-ce que c'est valable ou pas?
Non. Pourquoi? Parce que le shtar n'a la valeur de shtar seulement quand il est rédigé pour l'action qui va être menée tout de suite. Quand on parle de la valeur, Donc le chèque il n'est pas valable. C'est fort. maintenant ça veut dire quoi il n'est pas valable? C'est pas qu'il fait pas, fait pas office de preuve. Il fait office de preuve, mais il ne va pas engendrer l'hypothèque. Je m'explique encore une fois. La rédaction du shtar génère l'hypothèque. Le shtar a un deuxième usage, une deuxième utilité. C'est quoi? S'il fait office de preuve. Si vous avez un chèque à moi, mais c'est que je vous dois de l'argent. La question c'est est-ce que ça va me donner droit d'hypothèque sur vos biens? Plutôt vous, est-ce que vous avez un droit d'hypothèque sur mes biens? D'accord? Moi je vous le dois de l'argent. Si c'est par écrit, il y a hypothèque. Si c'est oral, il n'y a pas hypothèque. Un document qui est transmis sur un document qui a déjà été rédigé pour un premier prêt et qui est donné pour un deuxième prêt, eh bien, il ne génère pas une hypothèque. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. D'accord? Donc ça, c'est la règle. De base, tout le monde est d'accord avec ça. Si je ne me trompe pas. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand j'ai remboursé une partie de la dette. Il y avait 100. J'ai payé 50. Non, qu'est-ce que c'est ça? Donc, 50. si on venait... 50 la moitié. Ouais. C'est quoi la problématique? Je m'explique. Si on vient rédiger un nouveau document, Ah oui, non. mais le nouveau document va générer une hypothèque à partir d'aujourd'hui. Ah ouais. Et deuxièmement, il n'y a pas eu de prêt aujourd'hui. C'est un reste de l'ancien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? L'antidater, on va écrire, on va garder le même. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a une problématique ici. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce document? Alors on a déjà parlé de ça. On a une solution. Que le prêteur garde le document et on va écrire un reçu, un chauvard, un reçu, un chauvard. Chauvard c'est On écrit un chauvard. Un deuxième, un chauvard, c'est un reçu. Il a fait un deuxième document. Un reçu, un deuxième document, il a fait mieux. Qu'est-ce qui va garder le document? L'emprunteur. L'emprunteur, ouais. L'emprunteur. Donc le prêteur va garder avec son document sur lequel c'est marqué 100 et l'emprunteur va recevoir un document, un chauvard, un reçu, une quittance, comme quoi 50% remboursé. Oui, remboursé comme quand on achète, n'est-ce pas? Quand on achète des produits et ils sont en fabrique ou ils sont pas encore livrés, n'est-ce pas? Tu payes une acompte. Donc tu es une acompte, n'est-ce pas? Il te donne le vendeur te donne un document sur lequel c'est marqué versé à compte temps et temps. C'est ce qu'on va faire. La question c'est est-ce qu'on écrit un chauvard ou on n'écrit pas un chauvard? C'est quoi la problématique? Est-ce qu'on instaure une takana comme celle-ci qui va imposer à l'emprunteur le devoir et la problématique et la responsabilité de garder ce document? C'est le sujet dans la Mishnah. Oui, j'ai pas ravi ça trop beau. Oui, j'ai pas ravi ça trop beau. Vas-y. Rabbi Yehuda Omer, Yachlif. On va écrire un nouveau document. Vous avez tourné la copaïne? Oui, la Mishnah. Oui, mon frère. Oui, j'ai pas ravi ça trop beau. Rabbi Yehuda Omer et Khalif. J'ai pas ravi ça trop beau. Rabbi Yehuda Omer, Yachlif. Rabbi Yehuda Omer, Yirtov Shovar. Rabbi Sidi, on écrit un document, un reçu. Amar Rabbi Yehuda, Nimsa Zetzerech Lot Shomer Shovro Mina Arbarim. Mais c'est ta solution, elle est embêtante elle est embarrassante pour l'emprunteur parce que c'est lui qui aura la responsabilité de garder le document. Amarlo Rabbi aussi, Karia Felo, Velo Ira Kocho Shelze. Il dit, tu as raison. Bien sûr, c'est une solution embarrassante pour l'emprunteur. Mais qui on va défendre ici? On va plus défendre l'emprunteur ou le prêteur? Qui on doit défendre plus, le prêteur ou l'emprunteur? Le prêteur, c'est le prêteur qui a rendu un service. Maintenant, tu me rends que la moitié. Dis-moi merci que j'accepte d'être remboursé la moitié. Tu aurais dû me rembourser la totalité. Pourquoi tu vas défendre plus l'emprunteur que le prêteur? Donc Rabbi Yehuda et Rabbi aussi sont en discussion. C'est quoi la solution? On va dire la plus logique dans ce cas-là, dans le cas où on a remboursé une partie du document. Est-ce qu'on va déchirer le premier, on va réécrire un autre ou pas? Le sujet soulevé, la problématique soulevée dans la Mishnah, c'est la problématique de la responsabilité de la garderie du document. Est-ce qu'on va la garde du document? Est-ce qu'on va imposer la garde du document? Est-ce que c'est une takana, on va dire une bonne takana, d'imposer à l'emprunteur d'avoir une nouvelle responsabilité de garder le document et par défaut, s'il le perd ce document, eh ben, il devra rembourser à nouveau la totalité. Donc c'est quelque part une certaine problématique potentielle. Ou bien non, mais on défend plus le prêteur.
Et lui, il a intérêt qui est péril. Elle nous dit la Gemara, Amar Ravuna, Amar Rav, En halakha, lo ki Rabbi Yehuda, lo ki Rabbi aussi. La halakha n'est ni comme l'un, ni comme l'autre. Tiens, troisième avis. Et là, Bedin, Mekarim, Ashtar, Vikonim, Ashtar, Achem, Izman, Rishon. On va faire appel ici à un autre procédé. C'est que c'est le Beddin qui va faire une nouvelle rédaction. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une problématique du shtar. On a dit, le premier shtar, il est daté quoi? 2023. Si on vient rédiger un nouveau shtar, a priori, qu'est-ce qu'on devrait rédiger? On ne peut pas rédiger un nouveau document 2023, on est en 2024. Et donc, il va perdre les hypothèques, le droit d'hypothèque de toute l'année 2023. Le prêteur. Donc, admettons, on parle d'1 million, Mordechai, n'est-ce pas? J'ai remboursé 500 000. Si maintenant, on va rédiger un nouveau document sur lequel il va être marqué... Donc d'après Rabbi Yehuda, on rédige un nouveau document. Aujourd'hui, donc 500, ça on est d'accord. Mais le droit d'hypothèque, il est seulement à partir de quand? Pourquoi? Parce que le droit d'hypothèque est à partir de 2024. Donc tous les biens qui ont été vendus en 2023, j'ai pas de droit dessus. Donc c'est une perte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel au Beddin. Moi, je peux pas rédiger ça. Le Beddin va le faire. C'est ce que la Gemara nous dit. Beddin, il va faire ce procédé-là. Beddin, Mekarim, Metashtar, Vikomishtar, Mizman, Rishon. Donc ils vont rédiger un nouveau shtar en antidatant, et ça c'est le Beddin a le droit de faire parce que c'est pas antidaté. Il n'a pas antidaté parce que c'est une récupération du premier document. Il a fait mode. Ça veut dire le Beddin, ils vont établir un... Poursuit. Donc la lacha n'est ni comme Rabbi Yossi ni comme Rabbi Yehuda, et c'est le Beddin qui va procéder en rédigeant un nouveau document avec la date initiale, la date d'origine. Amar le Rav Nachman le Ravuna, Vamre le Rabbi Yirmiyah Baraba le Ravuna, Ishmi ale le Rav, Habraïta de Tanya, Edi Mikarim et Ashtar, Vekol Mishtar Achem Izman Rishon. N'est-ce pas? J'ai une braïta qui nous dit que c'est pas le Beddin qui le fait, c'est des témoins. Donc, est-ce que Rav, tu l'as entendu cette braïta? Tu la penses cette braïta? Qu'est-ce que tu fais de cet enseignement-là? Alors il lui a dit, Ava Adarbe Amarle Shamiale, Velo Adarbe. Et donc il lui a dit, si tu connaissais cet enseignement, Rava Adarbe, il lui a dit, Amarle Ishamia, le Rav, Abraïta de Tanya, et dit, Mikarim Tashtar, Vikonu Shtar, Achem Izonishon, Rava Adarbe. Si tu avais entendu, si on t'avait dit, si tu avais entendu cette braïta qui disait que c'est les Edim qui font ce procédé, et pas le Beddin. On n'a pas besoin d'aller au Beddin. Même des Edim, ça suffit, des témoins. Quand on parle du Beddin, encore une fois, c'est une autre autorité. C'est une autorité, le Beddin. Les témoins, c'est pas une autorité. C'est seulement une manière d'authentifier et on va dire, de certifier que c'est juste. Mais c'est pas une autorité. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il faut une autorité particulière ou pas? Rav a dit, oui, il faut une autorité, il faut le Beddin. Et sur ça, Rabbi Yirmiyah Baraba a dit à Ravuna, si je t'amène une braïta qui dit que c'est les témoins, on se suffit de témoins pour faire cette nouvelle rédaction. Est-ce que tu ferais marche arrière de ce que tu as dit, de ce que tu penses que ça doit être fait au Beddin? Il a dit non, j'aurais pas fait marche arrière. Tu peux m'amener une braïta, je ferai pas marche arrière. Pourquoi? La Gemara dit Bishlama Bedina Alimé. La Gemara explique pourquoi. Bishlama Bedina Alima. Le Beddin c'est fort, c'est une autorité. Ils ont les forces et la capacité. La Fouké Mamona et la Dim Shasul Shichutan, Chosem Vosim Shichutan. Mais les témoins, est-ce que les témoins qui ont signé, une fois qu'ils ont signé un document, ils peuvent faire marche arrière de ce qu'ils ont fait? Les autres, le Beddin, c'est une autorité. Donc le Beddin a la capacité même, en théorie, pas tous les Beddin, mais un Beddin en théorie, il a même les capacités de déposséder quelqu'un. Ça fait partie du droit de Beddin. On apprend du Pasouk, Kol Asher le Yavo, Lishushet et Amim, Yecharem Rechusho. Tout celui qui ne viendra pas là-bas, c'est de parler de Pasouk, eh ben ces biens seront saisis, seront ils perdront ses biens. Donc on sait, Hefker, Beddin, Hefker. Le Beddin a la capacité de déposséder quelqu'un. Donc l'Agma a dit, le Beddin, il a la possibilité, mais les témoins, une fois qu'ils ont fait une démarche, ils ne peuvent pas faire marche arrière. Ils ne détiennent pas les rênes entre leurs mains. L'Agma a dit, vélo, ah bon? Les témoins peuvent pas faire marche arrière. Koufaïn Aleph, Amoud Aleph, troisième ligne. Vea, Mara, Viuda, Mara, Avedim, Kodim, Afilo, Asara, Shtarot, Al Sadeachat. Les mêmes témoins peuvent rédiger même plusieurs shtarot sur un même bien. C'est-à-dire forcément, c'est qu'il y a eu un marche arrière. S'il y a une modification, c'est qu'il y a eu une transaction différente. C'est pas forcément qu'il y a eu quand on parle d'un nouveau shtar. Alors bien sûr, ça rejoint la sujet. Il y a 2 pages, on a parlé de ça. Mais là ici, au nom de Rabbi Yehuda, on dit on peut écrire même 2 documents sur le même bien. C'est-à-dire celui qui a perdu son bien
eh ben, les témoins peuvent réécrire à nouveau un document. Pourquoi? Parce qu'on on considère que ceux qui ont fait partie, ceux qui ont témoigné, qui ont assisté à une transaction, eh ben, ils sont toujours maîtres, on va dire, de valider, d'authentifier cette transaction. Donc, si le document a été perdu, on le rédige à nouveau, ma baya. Rabbi Yosef Amar, Bishtar Matana, Rabbi Amar, Bishtar Shenbo Achayut. Et à ce sujet-là, bien sûr, il y a une discussion. Est-ce qu'on parle de Shtar Matana? Donc c'était, encore une fois, c'est la Sugia, il y a 2 pages. Est-ce que c'est seulement dans une donation ou même dans un Shtar Mecher? Donc un Shtar qui est Shtar Shenbo Achayut, c'est un document qui n'a pas de garantie. My Braïta, on revient maintenant. Où toi tu aurais voulu me dire qu'il y a une Braïta qui dit que c'est même les témoins qui peuvent faire ce procédé-là. Donc on n'a pas besoin de l'autorité du Bedin pour rédiger un nouveau shtar, mais même les témoins peuvent le faire. Donc c'est My Braïta et Tania. Donc il y a une Braïta qui nous dit, celui qui devait à son ami 1000 et il lui a remboursé 500. Edim, Mekarim et Tashtar, Vekodim Oshtar, Mizman Rishon, livré Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit explicitement, c'est les témoins qui figurent sur le shtar qui vont déchirer le premier, qui vont rédiger un nouveau. Donc c'est les témoins, pas le Bedin. Rabbi aussi Omer, shtar zeye moulach bimkomo viktev shova. Alors c'est pas précisé, on y arrive tout de suite. Rabbi aussi dit, en tout cas ce qui est marqué, c'est que c'est les témoins qui le font. Rabbi aussi dit, non, on va pas déchirer le shtar, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va garder l'ancien shtar et on va écrire un reçu, une quittance sur la moitié, sur ce qui a été payé. Viktevu shovar mipnei shnei dvarim amru kodim shovar. Achat kedei shakuf leforo ve'achat kedei shigvi mizman rishon. Pourquoi la solution? Rabbi aussi s'explique. Pourquoi on a donné préférence à écrire, à rédiger une quittance plutôt que de rédiger un nouveau shtar. Il y a deux avantages d'écrire une quittance. Un, ça va l'obliger, l'emprunteur, à être vigilant et à rembourser sa dette, parce qu'il sait que l'autre détient le chèque du million. Donc il sait très bien qu'il a un risque, donc fait attention, il va rembourser. Et deuxièmement, c'est que d'écrire un deuxième document, comme on a dit, quelle date on va mettre dessus? En gardant le premier, Rabbi aussi dit, il est préférable de garder le premier document, parce que tu ne pourras pas écrire un deuxième document avec l'ancienne date. Donc c'est mieux de garder l'ancien shtar. Donc il dit, il y a 2 avantages. Et qu'est-ce que Rabbi Yehuda répond à ça? Mais Rabbi Yehuda, la Gemara a dit, mais Rabbi Yehuda aussi pense qu'on garde le premier shtar. On a déchiré le premier shtar, mais on a gardé la première date. La Gemara a dit, la Gemara a dit non. Donc la Gemara veut prouver ici que dans la Braïta c'est marqué que les témoins vont déchirer et vont rédiger un nouveau. Et la Gemara comprend a priori que d'après Rabbi Yehuda, on garde la première date. Ça veut dire que Rabbi Yehuda dit que même les témoins sont en mesure d'écrire un nouveau document avec la première date. Et donc on n'a pas besoin du Beddin. La Gemara a dit non, pas du tout. Rabbi Yehuda n'a jamais dit ça. C'était pas explicite dans Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'a jamais dit explicitement que les témoins seront en mesure de rédiger un nouveau shtar avec l'ancienne date. Et alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Rabbi aussi, on ne sait pas exactement la position de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi lui a dit 2 choses. Ils vont écrire un nouveau. Non. Achikamar de Rabbi aussi de Rabbi Yehuda. Imizman rishon kamar pelgna lecha bechada. Imizman sheni kamar pelgna betarte. La Gemara a dit, Rabbi aussi a dit à Rabbi Yehuda, moi je ne sais pas ce que tu penses concernant la date, mais ce qui est certain, c'est que si tu penses qu'on écrit la première date, je suis en désaccord avec toi sur 2 points. Parce qu'ils ne peuvent pas écrire la première date, ils peuvent écrire que la deuxième date, que la date d'aujourd'hui. Et si tu penses effectivement qu'on écrit seulement la date d'aujourd'hui et donc on ne peut pas antidater, je suis quand même pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage d'écrire un chauvard, parce que d'écrire un chauvard, ça va nous préserver la première date. Et donc il est préférable d'écrire un reçu, comme ça j'ai gardé la première date. Préserver ça, oui. Et donc, seulement en écrivant un reçu. Mais je ne peux pas rééditer un document avec la date antérieure. Encore un petit passage si vous permettez. Tanoura Banan, Shtar. Quelques minutes encore. Oui, bien sûr. Khazak. Tanoura Banan. Shtar chez Zmano. Il y a un shtar qui est présenté devant le Bedin avec une date problématique. C'est quoi là une date problématique? Vous savez ce qui est marqué dessus? Le 10 Tishri. C'est quoi le 10 Tishri? Qui est-ce qui a signé Kippour? Papa Valade. Qui est-ce qui a signé le 10 Tishri? Quel juif va signer un document le 10 Tishri? Non seulement il a signé, mais en plus il s'affiche. Il va afficher que j'ai signé le 10 Tishri, n'est-ce pas? Tanoura Banan. Shtar. N'est-ce pas une fois alors? Shtar chez Zmano Katouf Beshabbat.
Ou bien Sarah Betishre, même si c'est Shabbat encore. Non, alors bien sûr, vous pouvez me dire Motzei Shabbat, simplement. Pourquoi on peut écrire la nuit? Le Beddin ne siège pas la nuit. Le Beddin ne siège pas la nuit, c'est marqué Beyom Anchilo et Banav. On a vu dans le 8e Pérec les halachot les halachot qui concernent l'héritage. Là-bas, c'est une des sources où on apprend que le Beddin siège en journée, parce que c'est marqué Beyom. Beyom Anchilo et Banav. C'est un mishpat. Le mishpat se fait. Comment c'est marqué dans le passouk? Beyom Anchilo Banav, c'est en journée. La Nachala, ça fait partie des dîners mishpat qui se font en journée parce que c'est marqué Beyom. Ok? Donc, le Bedin ne peut pas siéger en journée, mais des témoins, ils peuvent rédiger. Un sofer, il peut travailler la nuit. C'est quoi le problème? Il y a de la lumière. Hein? Donc, donc, on va dire que c'est un document qui a été post-daté et il est cachère. Ça veut dire, on va supposer qu'en réalité, il a été écrit la veille. Parce que antidaté, c'est pas soul. Mais post-daté, c'est cachère. Antidaté, c'est pas soul. Si tu dis que tu as écrit, n'est-ce pas, le 11 Tishrei et tu as antidaté le 10, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que ça cause une perte pour les acquéreurs, pour l'hypothèque. C'est un incident sur l'hypothèque parce que ça génère une hypothèque non, n'est-ce pas, qui n'est pas de droit et donc il va saisir quelque chose qui ne lui revient pas. Donc, antidaté, pas soul. Post-daté, cachère. D'accord? Donc, maintenant, tu as un problème avec la date. Alors, tu vas dire, ok, il y a une erreur. Mais il y a une erreur en avant ou en arrière? Si tu dis en arrière, c'est pas soul. En avant, c'est cachère. Rabbi Yehuda, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est en avant, donc c'est cachère, c'est post-daté. Il a été post-daté. En réalité, la transaction s'est réalisée, on va dire, le 5. Et ils ont voulu se laisser, on va dire, une marge pour... de réflexion, pour mettre les choses en place, etc. Donc ils ont mis le 10, ils n'ont pas réfléchi, le 10 c'est Tishrei, c'est Kippour, n'est-ce pas? Donc Rabbi Yehuda dit c'est post-daté, c'est cachère. Rabbi Yossi possède. Amar le Rabbi Yehuda valoma seba lefanecha betzipurei vircharta. Rabbi Yehuda dit je comprends pas. Rabbi Yossi, toi tu invalides, mais il y a une histoire qui s'est présentée devant toi et tu as validé. Qu'est-ce qui se passe? Donc toi-même tu l'as validé. Et donc il dit à Marlo, Kshircharti bezer charti. Là, il a dit, c'était seulement un cas particulier. C'est-à-dire... Une exception qui compte, non? C'était une exception. C'est-à-dire, toute date qui forcément est erronée, il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va la considérer post-datée ou pas? La Gemara a compris au départ que quand la Braïta nous a cité les différents cas d'un shtar qui est signé Shabbat, qui est signé Kippour, qui est daté plutôt de Shabbat ou de Kippour, c'est un exemple. Mais c'est pas seulement dans ces cas-là. C'est dans tous les cas où tu as une problématique avec la date, eh ben tu supposes qu'il est post-daté. Et donc la Gemara demande, Rabbi Yossi invalide, dans tous les cas. Et je sais, Rabbi Yehuda a dit à Rabbi Yossi, mais il y a une histoire qui s'est présentée devant toi et tu l'as validée. Il a dit non, mais quand j'ai validé, c'est parce que c'était Kippour. C'est-à-dire, quand il y a une date qui est certainement personne signe comme Kippour, comme Shabbat. Alors là, oui. Mais si c'est pour une autre raison, non. Là, je m'a dit, mais Rabbi Yehuda aussi, c'est de ça qu'il parle. Alors, elle est où leur marloquette? Bien sûr, on a toujours parlé seulement d'un cas où la date, c'est Shabbat ou Kippour. Là, je m'a dit, vers Rabbi Yehuda, Nabi Bezeka Amar. Amar Rabbi Pedat, là, je s'explique. À Kol Modim. Donc, il y a une marloquette encore une fois. A priori, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi lui-même est d'accord dans certains cas. Donc, c'est quoi la discussion? Dans quel cas ils sont en accord et dans quel cas ils sont en désaccord? Là, à Kol Modim, nous, on a to chez Shtar, mais on a to mechouvenet, Beshabbat de Sabbat Tishrei, chez Shtar meocharou ve kacher. Tout le monde est d'accord que si on est parti. D'accord, donc si on est parti, on a été amené à faire une vérification, on est arrivé à comprendre que ce shtar a été écrit le 10 Tishrei, donc le Yom Kippour, eh ben c'est sûr qu'on va dire qu'il a été post-daté. D'accord? Donc, imouskaknu, d'accord? On a touché le shtar, venimtset, on a to mechouvenet beshabbat. Et selon les calculs, d'accord? On a compris que s'il a été signé Shabbat ou Yom Kippour, tout le monde est d'accord que c'est kasher, d'accord? Parce c'est par déduction. L'oner lekou ela beshtar meuchar be'alma. Des Rabbi Yehuda letame damar en kodim shovar velo nafik mine chorba. Ve Rabbi Yossi letame damar kodim shovar venafik mine chorba. Donc là, tout le monde est d'accord. Rav Pedat dit, tout le monde est d'accord. Si c'est explicite, si on sait explicitement que la date qui, d'après nos calculs, il a été signé Shabbat ou Kippour, tout le monde est d'accord que c'est kasher.
La marloquette, elle est quand c'est pas Shabbat et Yom Tov, mais on sait que c'est une autre date. D'accord? Donc on sait qu'il n'a pas été signé à son jour. On a fait les vérifications et on sait que ce jour-là, c'est sûr qu'il n'a pas été signé. Il a été signé, donc il a été post-daté. C'est valide ou pas valide? L'Agma a dit marloquette. C'est quoi la marloquette? La fameuse marloquette qu'on a vue dans la Mishnah. Est-ce qu'on écrit un shovar ou pas? Est-ce qu'on écrit un reçu ou pas? Rabbi Houda qui dit qu'on écrit un reçu, donc c'est cachère. C'est quoi le problème? Il est post-daté, mais au pire, de toutes les façons, si on écrit un reçu, il n'y a pas de problème. Et Rabbi aussi dit on n'écrit pas de reçu, donc c'est un problème. Mais juste pour rappeler, dans le Rashbam, il y a deux explications. Est-ce qu'on parle du cas où c'est écrit dans le shtar, le 10 Tishrei, ou bien si c'est selon nos calculs, on arrive à 10 Tishrei? Le Rashbam exclut complètement l'explication, l'interprétation ici de Rabbi Pedat. Il y a certains qui veulent dire qu'on parle du cas où c'est inscrit dans le shtar. Il nous dit le Rashbam, non, on ne parle pas que c'est inscrit dans le shtar. Mais Uzkaknu, c'est-à-dire selon nos calculs, on arrive à cette date-là. Si c'est explicite dans le shtar, a priori c'est invalide. Ah oui, à tous les coups, post-daté, anti-daté. Ok. Ok. Donc ici, le problème, c'est que d'après nos calculs, on arrive à cette conclusion-là, et c'est dans ce cas-là qu'il y a marloquette. On se retrouve demain, Bezrat Hashem. Ça doit être bon.